en commun. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité Christophe Michalak. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Vous êtes tel un angelot dans le ciel. Vous avez un fond bleu pour ceux qui nous suivent, Oui. pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. Même. On vous. C'est là qu'on voit qu'il a une bonne lessive quand même, parce que vous avez vu le pull sur fond blanc. Toujours. Ouais, très bonne lessive. Pas de tache de chocolat. Pas de tache de chocolat. Christophe Michalak, l'un de nos meilleurs pâtissiers français. Moi, je suis un peu de parti pris. Pour moi, c'est le meilleur, mais bon. Non, c'est trop gentil. Mais non, mais c'est vrai parce que vous faites des vraies pâtisseries gourmandes, voilà, vous êtes à la fois créatif et inventif. On doit dire que on a eu une première nouvelle. M6 nous a dit oui, c'est ok pour Christophe Michalak. Alors on a fait ouais. Bon, il sera en Zoom. Oh, j'ai une pâtisserie dans le studio. Eh oui, parce que Christophe serait venu avec des pâtisseries. On a été un peu frustrés. Ce soir, c'est la finale du meilleur pâtissier. Vous êtes l'invité, le guest. Alors, je rappelle votre dernier livre, Bienvenue à la maison, aux éditions de La Martinière. Très bonne idée de cadeau de Noël. Il est paru l'année dernière, mais on le trouve encore. Et c'est un livre indispensable parce que moi, je m'en sers vraiment au quotidien parce que non seulement vous êtes un pâtissier hors pair, mais vous êtes aussi un excellent cuisinier avec des recettes simples et faciles. Voilà, mais je le pense sincèrement, sinon je ne le dirais pas comme ça. Donc ce soir, grande finale, la dernière pour Mercotte. Oui, c'est la dernière ce soir de Mercotte. Qu'est-ce que pour vous représente cette émission, j'imagine, parce que vous en aviez une un peu concurrente sur France 2 que vous avez animée. Et celle-là, quelle est la différence? Et j'imagine que la transmission est importante pour vous. Oui. En général, lorsque Mercotte et Cyril me contactent, c'est des amis, donc j'ai du mal à dire non. Donc je dis oui avec grand plaisir. Et puis très souvent, je suis invité à la finale, donc c'est toujours très sympatoche, on va dire. Ouais. Et puis non, la différence entre ce que je faisais à l'époque, c'était très professionnel, c'était sur France 2. Ouais. C'était dénué de publicité, c'était encore un autre univers que j'aimais beaucoup. Et je trouve que Cyril et Mercotte, en tout cas, performent parce que ça fait 13 ou 14 saisons, si je m'abuse, que Le meilleur pâtissier est diffusé. Ouais. C'est quand même un énorme succès. C'est un carton, oui, absolu. Format anglais, qui est un peu diffusé dans le monde entier. C'est rigolo d'ailleurs de voir les versions étrangères. Vous avez, des boutiques à l'étranger également. Est-ce qu'il y a une pâtisserie qui existe à l'étranger qui n'existe pas dans vos boutiques françaises ? Au Japon, on réalise des gâteaux un peu particuliers, un peu ciblés sur la clientèle japonaise, mais concrètement, rien ne vaut nos gâteaux qu'on peut trouver à Paris. Il y a une grande interview de Mercotte ce matin, je crois que c'est dans le Parisien, et elle dit « Je n'aurais jamais pu participer au meilleur pâtissier, préparer une pâtisserie en 2 heures, jamais de la vie. Moi, j'aime bien prendre mon temps. » Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Alors c'est très vrai ce que dit Mercotte parce que c'est deux sujets. Faire un gâteau en conditions un peu rock'n'roll en moins de 2 heures très rapidement, c'est vraiment une vraie compétition particulière. Et faire un gâteau à la maison, on peut prendre toute la journée pour le faire, c'est un autre domaine. Donc faire attention parce que souvent on a l'impression que ce métier a l'air facile lorsqu'on regarde Instagram, lorsqu'on regarde certaines vidéos, tout a l'air facile, mais je peux vous assurer que c'est loin de l'être. La pâtisserie, c'est quand même une école de la précision, de la rigueur, plus peut-être que la cuisine salée, j'ai envie de dire. Alors sur la base, oui, mais heureusement qu'on s'est un peu détendu en pâtisserie et qu'on est un peu plus rock'n'roll maintenant et qu'on arrive à ouvrir un frigo et composer un gâteau un peu à la minute. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire il y a une vingtaine d'années. Heureusement, ça s'est un peu désacralisé et c'est important en fait. Faire des frites à la maison, il n'y a pas besoin de balance. Faire un Saint-Honoré à la maison, ça devient une mission. Oui, moi ça m'a fait penser au air fryer. Vous faites de la pâtisserie au air fryer? Alors la vérité, c'est qu'on l'a acheté pour ma femme, mais je déteste ce truc. Non, j'ai un vrai four. J'ai un four de compétition qui est un peu compliqué à mettre en route. C'est pour ça que l'air fryer est facile pour toaster des choses rapides. Et griller. Allez, on va revenir avec vous sur cette. Le air fryer. Oui, décidément, je me demande si vous n'êtes pas sponsorisé. On va revenir pour parler donc de cette finale du meilleur pâtissier. Donc ce soir sur M6 à 21h10 et on passe au zapping de Gilles. Sud Radio Média,
L'instant zapping. Je vais faire un zapping rapide parce qu'on a quand même un invité important et puis on a plein de questions. Hier, c'était le rendez-vous médiatique tant attendu, l'audition de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte-Counchi, qui était donc devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui va se dérouler jusqu'à fin février. Petit pull jeté sur les épaules et c'était parti pour 4h30 d'audition suivie par Quotidien. Delphine Ernotte n'avait pas mis de polaire comme toi, Yann, mais une petite laine. Faut dire que l'ambiance. Il faisait 18 à Paris aujourd'hui. L'ambiance est souvent glaciale dans ces commissions d'enquête. Le président lui a d'ailleurs mis une grosse pression. Vous le faites, Madame la Présidente, votre audition est attendue. De nombreux journalistes vont suivre ces travaux. Des milliers de Français nous regardent. Ce grand sourire, c'était avant la salve de questions d'autres députés. Est-ce que vous envisagez des dispositifs pour arriver à une égalité parfaite des contenus sur les chaînes de l'audiovisuel public? Pourquoi pas envisager peut-être du contenu un peu plus à droite? Est-ce que vous trouvez normal que l'Arcom s'en soit pris récemment et 2 fois de suite à l'émission Complément d'enquête sur France 2? Est-ce que vous trouvez normal que la chaîne Info de France Télé ait embauché des chroniqueurs venus de CNews, chaîne dont vous dites vous-même qu'elle est d'extrême droite? Qui trompe les Français? CNews qui assume sa ligne éditoriale et se finance sur le marché, ou France Télévisions qui diffuse une opinion déguisée en information, financée avec l'argent des Français? Alors hier, il y avait les questions au gouvernement. C'est la raison pour laquelle la chaîne LCP n'a pas diffusé en direct cette commission. Ça va être le cas aujourd'hui. En fait, enfin pas en direct du coup, mais ils vont diffuser cette audition qu'ils n'ont pas pu diffuser parce que beaucoup de gens se sont demandé pourquoi c'était pas sur la chaîne parlementaire. Et puis également, c'était diffusé que sur YouTube. France Télévisions a diffusé sur France Info le début de l'intervention de Delphine Ernotte-Counchi et qui ensuite à faire un débat tout autour. La commission, elle n'a pas répondu à beaucoup de questions. La commission s'est poursuivie. D'ailleurs, on peut signaler le travail des monteurs de Quotidien parce qu'ils ont réussi à monter alors que la commission n'était pas finie parce qu'elle a duré plus de 4h30 et à un moment est intervenue une question a été soulevée, le fameux problème de l'argent du Festival de Cannes. Autre question sulfureuse à 17h15. En pleine crise du Covid en 2020, France Télévisions a dépensé 1,5 million d'euros en frais de réception et de cocktails, alors que l'ensemble des Français étaient confinés et l'ensemble des fêtes annulées. Comment est-ce que vous justifiez de telles dépenses? Ah ben voilà un sujet important. Alors pourquoi France Télé s'est goinfré pendant le Covid? Réponse. On a fait des dépenses non pas de réception, mais de restauration. Parce que je vous rappelle que toutes les cantines étaient fermées, que les restaurants étaient fermés. Et oui, je le dis ici, les services généraux ont pris sur eux de commander des paniers repas. Et voilà, des paniers repas, pas de champagne, pas de foie gras. C'est un peu décevant. Et demain, Quotidien reviendra également sur cette audition. Et puis, il va y avoir pas mal de monde qui vont passer devant cette audition. Revenons à la pâtisserie. Voici un son pour vous, Christophe. Vous allez pouvoir réagir. Alors, début décembre, le 4 décembre, a été annoncé quelque chose d'incroyable. Il y a eu le lancement du parfum de Lidl à l'odeur du croissant. Lidl lance un parfum qui a l'odeur d'un croissant. Le 4 décembre 2025, Lidl US a lancé un parfum en édition limitée baptisé Eau de croissant. Le parfum a été créé en collaboration avec la parfumeuse britannique Sarah McCartney qui est surnommée la fée marraine de la parfumerie britannique. Son odeur reproduit de façon gourmande l'odeur d'un croissant fraîchement sorti du four avec des notes beurrées, chaudes et légèrement sucrées. Le flacon, d'une contenance de 15 ml, est lui aussi original. Il reprend la forme d'un croissant et son verre brun doré rappelle la croûte croustillante de la viennoiserie. Je vous vois atterrer sur l'image. C'est pas une bonne idée de se parfumer au croissant? No comment, je trouve ça complètement débilos, mais bon, chacun sa cam. Hein. Ouais. Ah, à ce point-là, non. Ça sent le beurre, le croissant. Enfin, je veux dire, si vous avez envie de sentir c'est pas très sexy de sentir le beurre sur soi, mais bon, chacun son histoire. On ira vous, alors, on ferait quoi? On ferait un parfum à quoi? À la chocolatine? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des très bons parfumeurs un peu partout et il faut leur faire confiance. Mais non, mais la vanille, c'est pas mal. Les parfums avec des notes de vanille, c'est un peu différent. Éventuellement, éventuellement. Mais c'est vrai que les croissants, je préfère les sortir du four, les déguster que m'asperger avec un parfum odeur croissant. Alors, je voudrais débunker avec vous une idée que j'ai en tête. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux. On dit que dans certaines pâtisseries ou dans certaines boulangeries, on met l'odeur de pain ou d'odeur chaud pour faire croire que le pain a
été cuit. Alors, je citerai pas les chaînes. Est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez mettre une odeur de pain chaud ou autre dans votre boulangerie ou dans les pâtisseries? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait vraiment ou c'est une idée reçue? J'ai entendu parler de ça il y a très très longtemps, lorsque j'étais jeune pâtissier. Mais nous particulièrement, non, jamais de la vie. Ce serait vraiment scandaleux de faire ce genre de choses. Mais j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Ah, vous êtes comme moi. Vous ne savez pas si c'est une rumeur, si on diffuse du parfum pour faire croire qu'on a cuit le pain dans l'endroit alors qu'on n'a été que livré. Patrimoine avec Alain Fontaine, Valérie, président de l'association pour la reconnaissance des bistrots et des PMU, qui se bat pour que ces établissements soient représentés au patrimoine de l'UNESCO. Il était sur BFM et pour lui, c'est là où se déroule la vie française. Reconnaissons nos bistrots. Bonsoir d'abord. C'est effectivement une spécificité française. Pourquoi? Parce qu'on a fait de ces bistrots, de ces cafés, de ces PMU des endroits de liberté, où la parole circule librement, d'égalité, de fraternité également. Quand vous voyez sur les frontons des immeubles de la République, liberté, égalité, fraternité, ça se joue pas toujours dans ces immeubles. Ce qui est sûr, c'est que ça joue tous les jours dans les bistrots, dans les cafés, les PMU, parce que c'est comme ça et qu'on l'a voulu comme ça depuis des siècles, je dirais. C'est important pour nous, on se rassemble là. Et hier, vous savez, c'était les 120 ans de la laïcité. Et j'ai entendu beaucoup de choses. Mais si on veut voir ce que c'est que la laïcité, eh bien, on va dans un bistrot, dans un café, dans un PMU, et on verra des gens de toutes sortes parler, sans qu'il y ait de retenue, sans qu'il y ait de frein. La parole est libre, et on peut parler. C'est des lieux d'assimilation, c'est des lieux d'intégration, c'est des lieux où vraiment, il se passe quelque chose, que ça soit dans les villages ou dans les villes. Alors pour parler de l'international, moi je voulais savoir, avec Valérie on voyage de temps en temps en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. Pourquoi on n'a jamais le même croissant qu'en France? Vous allez dans n'importe quel pays, même dans des bonnes boulangeries, vous ne retrouvez pas le goût. C'est une histoire de farine, c'est une histoire de pourquoi on n'a pas ce même croissant. Ouais. C'est une grande histoire, il y a beaucoup de technicité autour du croissant. Le beurre et la farine, bien évidemment, sont des éléments très importants. Après, il y a la façon de le travailler, le tourage, le pourcentage de beurre qu'on va pouvoir mettre dans le croissant, c'est très large. De plus en plus, il y a des nouvelles techniques où on assimile une sorte de pâte non beurrée sur la pâte croissant avant de l'étaler, ce qui permet d'avoir un croustillant incomparable. Donc c'est encore plus de travail. Mais c'est vrai, des très bons croissants. Alors moi, je suis plus pain au chocolat parce que le croissant, c'est pas assez riche pour moi. Mais de la très bonne viennoiserie, c'est vraiment le signe d'une très grande qualité dans très grande technicité. Hein. Il existe un calendrier de l'Avent Christophe Michalak? Oui, absolument. Absolument, disponible dans toutes nos boutiques et sur mon site internet. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la case 11? Non, là, c'est un peu compliqué comme question. Aucune idée. Mon fils pourra me répondre, mais j'en ai aucune idée. Une auditrice me dit, ces Funkies, ils sont trop bons. Ah, pas faux, c'est adorable. C'est quoi les en fait, on fait plein de spécialités. Ouais. L'idée, c'est de se démarquer, avoir une valeur ajoutée. Donc, tous mes chocolats sont vraiment particulièrement incarnés. Et ben, la case 11 du calendrier de l'Avent a été ouverte à la Starac. Alors, je sais pas. En tout cas, il y a une case de calendrier de l'Avent qui a été ouvert à la Starac. C'est une grande tradition. Ils ont ouvert la porte. Et là, il y avait quoi? Il y avait toute une chorale qui a débarqué. Happy Days. Bon, on va abréger. On va se retrouver dans un instant avec Christophe Michalak pour parler donc de la finale exceptionnelle ce soir à découvrir sur M6 du meilleur pâtissier. Dernière émission pour Mercotte avec évidemment de l'émotion, mais des très beaux gâteaux aussi. Et Christophe Michalak était évidemment convié. Et il va nous raconter il va nous donner quelques infos sur cette soirée. À tout de suite. Sud Radio. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est le pâtissier Christophe Michalak. Vous êtes chef pâtissier. Vous avez publié Bienvenue à la maison aux éditions de La Martinière. C'est un livre qui propose des recettes simples à faire, des recettes que vous faites chez vous. Il y a des pizzas top et des desserts, bien évidemment. Et ce soir, on vous retrouve dans la finale du meilleur pâtissier, finale exceptionnelle pour la dernière de Mercotte. Alors, il y avait de l'émotion, j'imagine, sur le plateau, même si Mercotte assume complètement de quitter l'émission.
Absolument. Alors, je peux pas spoiler, mais oui, c'était bourré d'émotions, de bienveillance. Je peux pas tout dire, mais vous verrez, vous découvrirez par la suite. Mais c'est vraiment une femme exceptionnelle. Ouais, c'est une grande pâtissière aussi. Hein. Il y a aussi, il faut le dire, et on le voit dans l'émission Le Meilleur Pâtissier, des amateurs parce que Mercotte était femme, amatrice à la base, et qui sont des véritables talents hein, en pâtisserie. Oui. Moi, j'ai connu Mercotte lorsqu'elle avait son premier blog, donc il y a très longtemps, et elle était fabuleuse parce qu'elle elle prenait le temps de réaliser chaque gâteau tradition française ou des gâteaux de grands chefs, et elle expliquait très bien pour monsieur, madame, tout le monde à la maison comment réaliser des vrais gâteaux. En fait, ça a été une des premières, une des pionnières dans ce domaine, et c'est pour ça qu'on l'adore. Ouais. Alors ce soir, Valérie, ils vont faire un Saint-Honoré. Ouais, j'ai vu ça. Après, ils vont faire une Charlotte Princière, un hommage royal. Et pour finir, le grand bal sucré. Alors là, ils vont faire une pièce. Alors nous, on a pu voir l'émission assez étonnant, assez fou ce qu'ils font, et vous découvrirez ce soir. Une pièce spectaculaire avec une Charlotte Princière, avec plein de choses. C'est super compliqué à faire hein, quand même, ce genre de gâteau. Et ce genre on va pas se mentir, oui, c'est très technique. Alors, c'est aussi la télé, hein, donc il y a toujours un effet waouh, hein, on va pas se mentir. Mais pour des gens qui sont amateurs, pour des gens qui ne sont pas du monde professionnel, oui, c'est quand même une sacrée prouesse. Hein. Et vous savez ce que ça m'a rappelé, moi ? Non. Ça m'a rappelé la pièce montée quand vous avez été champion du monde. C'était il y a presque une vingtaine d'années. C'est vrai. Et c'était assez incroyable. Et j'ai retrouvé le reportage d'M6, justement, où vous me présentiez cette pièce et vous avez été sacré champion du monde. On écoute cette archive. Ils sont sur un nuage normal. Ces membres de l'équipe de France viennent de remporter la 9e Coupe du Monde de pâtisserie. La compétition se déroulait hier au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation à Lyon. Les candidats devaient réaliser une sculpture sur glace, le présentoir d'un entremets glacé, un autre au chocolat et une assiette de dessert. Après 10 heures d'épreuve et de grande concentration, sans oublier de longs mois de préparation, les Français se sont imposés face à 18 concurrents. C'est génial, on va essayer d'être à la hauteur du titre et de faire mieux chaque jour. C'est un beau titre. Puis c'est une épreuve tellement magnifique au niveau émotionnel que c'est génial. Ces vainqueurs ne sont pas des débutants. Christophe Michalak est chef pâtissier dans un grand palace parisien. Ses deux acolytes officient également dans de grandes maisons. Mais cette victoire leur ouvre les portes d'une seconde carrière. Le vainqueur, il décroche la timbale, il n'y a pas de problème. Là, vous vous rendez compte, pour lui, c'est le gros lot, c'est le jackpot. Hein. Il est demandé dans le monde entier, partout. Quelle carrière, quelle seconde carrière. Il avait raison, le patron de l'équipe de France. Ouais, c'est drôle d'écouter ça parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, il y avait qu'un média qui a réussi à nous suivre, et donc j'entends très souvent ce que je disais, donc qui est totalement. J'étais pas du tout habitué aux médias, donc on sent vraiment que je suis intimidé et j'essaie de sortir des mots. J'ai répété 3 fois génial, donc c'est pas tout à fait ce qu'il faut dire dans ce cas-là. Vous étiez très jeune. Oui, on était tout jeunes, ouais. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est que le début d'une chose, en fait. Ouais. Gagner la Coupe du Monde, c'est magnifique, c'est un rêve, mais ce n'est qu'une marche parmi tant d'autres. Hein. Après, l'idée, c'est d'avancer jour après jour et de se bonifier avec le temps. Et justement, l'émission d'M6, ça peut être ce déclencheur, comme pour vous ? Pour les gagnants de ce soir. Alors, ça c'était moi. Imaginez, j'ai gagné en 2005, donc il y a quand même très longtemps, il y a plus de 20 ans. Maintenant, on est sur des réseaux totalement différents, sur Instagram, sur TikTok, tout ça a propulsé notre métier au devant de la scène. Donc c'est encore un autre domaine. Le plus dur étant toujours la même chose, de durer. Oui, c'est ça. C'est un marathon, une carrière, c'est un vrai marathon. Être bon sur une émission, c'est génial. Si on peut être bon tout au long de sa carrière, c'est ça la précision ultime. Et comment on se renouvelle justement, ou comment est-ce qu'on avance? On est obligé d'imaginer, de créer à chaque fois. Et quelle a été l'évolution de la pâtisserie? Parce qu'on voit qu'il y a moins de sucre maintenant, on fait des choses qui sont peut-être moins riches qu'à l'époque. Alors l'évolution de ce métier est fabuleuse. Déjà, il faut se remettre en question jour après jour.
C'est vraiment un vrai combat. Il faut être très curieux. Et puis la technologie aussi nous a permis, maintenant, vous imaginez, déjà via les imprimantes 3D, on arrive à faire des choses incroyables. On arrive à mouler maintenant regardez les bûches de Noël de cette année. D'ailleurs, il y a beaucoup trop, quoi. Avant, on parlait de 10 bûches, maintenant il y en a plus de 150. Moi, ça m'énerve un peu, ces bûches, pardon, parce que vous devez en faire une, mais ces bûches qui sont faites pour la presse, qui sont Je suis d'accord. qui ressemblent à rien, c'est épuisant. Ouais, ça m'épuise. Et puis, c'est pas souvent le problème, c'est que on travaille sur un domaine où on ne pense pas au transport, on ne pense pas à comment cette bûche va être coupée, comment elle va être mangée, comment elle va être perçue. Donc, il y a tout un domaine. Il faut faire attention à ce qui se passe. Alors, je vais pas pleurer parce qu'on parle de la pâtisserie tous les jours et c'est fabuleux. Et mon métier est magique. J'ai essayé d'éclairer le maximum les gens qui en faisaient cet art. Mais la chose principale, quand même, c'est de créer des émotions et de faire des bons gâteaux, jour après jour, et de développer un vrai style. Alors, vous avez une formation de graphiste, ce qui a aidé. Au départ, vous vouliez faire du dessin et du graphisme. Est-ce que aujourd'hui, ça vous choque, les pâtissiers qui font appel à l'IA pour designer leurs gâteaux ? Quelle bonne question. Je vais passer pour un vieux con si je dis ça, mais il faut vivre avec son temps. Donc certainement que l'IA va nous pousser à faire des choses encore plus dingues. Moi, ce que j'adore, c'est de modeler ma propre bûche, c'est d'y réfléchir, c'est de faire mes moules moi-même. Parce que je suis de cette génération. On a appris comme ça et on aime ça. On aime patiner un peu la matière. Mais c'est vrai que maintenant, via l'IA, via les imprimantes 3D et via toute la technologie actuelle, waouh, ça va très très vite. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des gens qui rentrent avec une vidéo dans vos établissements qui font « Alors, on va tester les pâtisseries de chez Michalak, j'ai pris ça, oh, ouais, c'est un peu mou, ah ouais, j'aime bien. » Ça, c'est une évolution aussi. Ça, on en trouve plein partout où tout le monde teste les boulangeries, les pâtisseries. C'est de la pub, vous en pensez quoi ? C'est fou parce que moi, je me rappelle quand j'ai créé mon blog dans les années 2005, juste après la Coupe du Monde, j'avais un blog où chaque semaine, je mettais en valeur un ami professionnel dont je faisais des photos de ses gâteaux, je les goûtais, mais à aucun moment, j'ai eu la prétention de dire « Ah, c'est bon, je lui mets une telle note, je pense… » Jamais j'ai eu cette prétention. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir un avis, mais c'est que son avis personnel. Voilà, la priorité, c'est de satisfaire nos clients et que nos clients soient vraiment heureux de venir acheter un bon gâteau, Alors, etc. Moi, j'aime les bons gâteaux. J'aime les gâteaux non revisité, c'est mon coup de gueule, c'est-à-dire que j'aime le Saint-Honoré sans griotte, sans machin dedans, j'aime le millefeuille qui soit pas au praliné à machin, je veux les gâteaux traditionnels et je pense que Perico sera d'accord avec moi. Vous aimez la pâtisserie française oui, authentique. Absolument. Le reste, c'est, je sais pas, des œuvres architecturales, des œuvres d'art, des fantasmes. Les pâtissiers aujourd'hui sont devenus des créateurs d'art formidables. Voilà, c'est ce qu'on dit. Valérie et moi, votre gâteau préféré, Perico ? L'éclair, le Paris-Brest, un bon baba au rhum. Christophe, gâteau préféré, est-ce qu'il y en a un ? Oh bah, tout ce qui est dit Perico, moi je dirais aussi le flan. Oui. Alors on est plus dans la boulangerie. On est plus. Vous dites quoi Ah, basque, alors ça va plaire à Perico. Le gâteau basque ? Ah ouais, non, alors gâteau basque, le flan, le cheesecake cuit façon un peu basque, et le flan surtout. Ouais. Moi c'est le Saint-Honoré. Voilà. Oui. Alors, merci beaucoup, Christophe Michalak. On vous retrouve ce soir avec grand plaisir dans la finale du meilleur pâtissier aux côtés de Mercotte et de Cyril Lignac, évidemment. Faut regarder dont pour ce Mercotte, sera la dernière. oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Christophe. À bientôt. Et Perico, au menu. Eh ben, au menu, il y a les entreprises étrangères pèsent 15% des emplois. On va savoir si ça rapporte vraiment de l'argent à la France. Eureka, l'Union européenne a découvert qu'elle avait des frontières, même si c'est des passoires. Épidémie, Mercosur, exode rural, prix des produits. On va voir avec la sénatrice Espagnac le drame de l'agriculture française commence à dévoiler. On jettera un petit coup d'œil sur les marchés de Noël où nous avons appris subrepticement, vous avez peut-être parlé qu'ils étaient d'obédience nazie. Et puis gare aux emballages de Noël, on vous raconte quelquefois un peu n'importe quoi. Attention à la traçabilité, au nombre de chocolats dans la boîte. Valérie, l'autre jour vous pensez qu'il y en avait 12, il y en avait que 6, c'est pour ça. Donc, et la composition vous aussi. Vous n'avez pas partagé avec Gilles du coup. Non, il n'y a pas de nom prévu. Voilà. Merci à vous. Dans un instant, donc vous retrouvez Perico Légas et nous on se retrouve demain. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.